El varón domado, yo decía antes que era una curiosa visión de las relaciones hombre y mujer. ¿Ha variado algo su teoría de que los pobres hombrecitos estaban dominados por las mujeres que les tenían ahí agarrados a la pata de la cama, justo lo contrario de lo que parece que opinan las feministas? Los hombres están empezando a defenderse un poco mejor, según mi impresión. No sé si en España también, pero en otros lados. Pobrecitos. Quieren trabajar menos y dejan de vez en cuando, ya permiten que la mujer trabaje para ellos. De vez en cuando son excepciones, pero en general no cambió mucho. Carmen Sevilla, ¿por qué se ríe tanto? Sí, para mí también. Pero digo, en el justo sentido... por eso no quiero que uno se aproveche porque lo estamos destruyendo. No, el hombre no creo que lo destruyamos, las mujeres, creo yo. El trabajo para las mujeres lo destruye. Hay una terrible resistencia de parte de las mujeres también de ser libres. Tú sabes pues, que el balón domado es sencillamente la propuesta y la declaración de que a la mujer no le conviene cambiar, ¿no? Porque tal como está le va muy bien y le va a seguir yendo bien. Y ahí ella desarrolló la idea. Pero la posición de ella era esa. A las mujeres no les conviene cambiar, porque basta que alcancen, decía, la edad del chimpancé, a 8 o 9 años, se quedan en esa edad y luego muy fácilmente van a ofrecer su vagina a discreción y entonces van a supervivir de lo más bien. Era una cosa muy escueta, muy descarnada, pero era así directo y frontal, ¿no? Nunca la contradijeron. Bueno, yo creo que los hombres siguen teniendo mucho poder y las mujeres, cuando consiguen el poder, piensan como los hombres, ¿no? Esa puede ser una explicación a tan complejo fenómeno. No hay... Nunca hay que confiar en una sola explicación, ni las cosas tienen una sola causa. Enfin, en résumé, vous considérez au départ qu'il y a deux sortes d'instincts, l'instinct sexuel et l'instinct nourricier. Oui, c'est vrai. Et pour satisfaire l'instinct sexuel, on a besoin d'un homme ou d'une femme. Et pour satisfaire l'instinct nourricier, on a besoin d'un enfant. Et ce qui fait la femme, c'est jouer l'enfant pour l'homme, pour qu'il voit le désir pas sexuel, mais le désir de satisfaire son instinct nourricier avec elle. Ça veut dire... De préservation. Oui, de préservation, de la protéger. Ça veut dire d'aller travailler pour elle, de gagner sa vie. Et ça, c'est ça que veut la femme, fondamentalement. Alors, vous voulez dire que pour satisfaire cet instinct nourricier, c'est-à-dire que pour que la femme soit donc protégée par l'homme, nourrie par l'homme, oui, elle délaisse finalement, elle ne satisfait pas son instinct sexuel. Non, pas du tout. Elle est satisfaite jusqu'à un certain point. Ça veut dire que la femme est, je la considère qu'elle fait une espèce de prostitution. Ça veut dire qu'elle se fait payer l'utilisation de son vagin. Et après de ça, elle jouait les deux rôles ensemble. Elle fait elle satisfait un peu l'instinct sexuel, mais surtout elle veut que l'homme la protège. Et comme ces deux rôles ne vont pas ensemble, il faut les séparer après quelque temps. Un homme qui vit avec une femme qui se comporte comme un enfant va chercher une vraie femme. Pour satisfaire son instinct sexuel ailleurs. Mais à ce moment-là, il retombe encore sur une femme. Une autre femme qui veut faire l'enfant, ça veut dire qu'il cherche sa protection. Et alors hop, une troisième, et comme ça... Oui, qu'elle arrive à la polygamie, et je dis que la faute, c'est la faute des femmes qui sont en général plus frigides que les hommes, parce que c'est une affaire, c'est un est plus frigide, l'autre désire de plus, et ça veut dire qu'on peut gagner pas seulement l'argent, mais une position sociale avec ça. En général, elle cherche aussi un homme qui est plus vieil qu'elle, qui est plus aîné, qui est 4 ans ou 10 ans, quelquefois aussi plus vieil qu'elle. Et aussi, elle cherche un homme plus intelligent. Si elle n'est pas bête, elle essaie d'être bête. Alors, vous voulez dire que pour satisfaire cet instinct nourricier, les femmes se font volontairement plus bêtes qu'elles ne sont. Oui, ça veut elles dire... se font froides, elles se font frigides, pour que cet homme donc ait l'impression vraiment de les dominer, c'est ça? Je dis que la femme et l'homme, ils naissent avec la même intelligence. Mais l'homme a besoin de développer sa intelligence. Il est éduqué par une mère qui lui dit il faut que tu deviennes quelque chose de grand, que tu peux nourrir une famille après et tout ça. Ça veut dire qu'il doit développer sa intelligence pour devenir quelqu'un. Et même la femme peut avoir le luxe de rester aussi bête comme elle est. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de développer rien du tout, parce qu'elle sait qu'après, une autre personne va penser pour elle dans le mariage.
Et c'est comme ça qu'en général que la femme dans un mariage est plus bête que son mari. Mais, oui, mais en même temps, alors elle est plus forte que lui, alors. Oui, parce que le plus faible est le plus fort. Si vous avez un enfant, par exemple, il a un pouvoir extraordinaire sur ses parents. Les parents feront tout pour cet enfant pour le protéger. Et même la femme qui joue l'enfant pour son mari, elle a un pouvoir extraordinaire. C'est le pouvoir du plus faible. Il veut la protéger. Il ferait tout pour protéger cette femme. Oui, mais pendant ce temps, il va chercher ailleurs. Oui, mais le système fonctionne de toute façon, parce que si elle est trop vieille pour jouer l'enfant, que tout le monde voit que c'est une femme de 30, 40 ans et elle ne ressemble pas à un enfant non plus, elle a ses propres enfants, elle les utilise comme des otages. Ça veut dire que l'homme, s'il n'a pas plus le besoin de la protéger, il doit la protéger parce qu'elle a les enfants. Et s'il veut quitter sa femme, il doit quitter aussi ses enfants. C'est très simple, ce système, et ça fonctionne presque toujours. Alors, vous accablez les femmes dans cet ouvrage, vous dites même à un moment que le pouvoir de la femme, donc ce pouvoir qui est très fort, que vous venez de décrire, fait le jeu de la violence universelle. Oui, je dis que si la femme change, il ne faut pas changer la société pour que la femme change. Il faut changer la femme pour que la société puisse changer. Et comment fait-elle le jeu de la violence universelle? Parce qu'elle, avec son opportunisme, elle fait travailler l'homme. Elle fait que l'homme fait tout pour elle. Elle fait que l'homme pense pour elle, qu'elle travaille pour elle, qu'elle s'est tuée pour elle, parce que la femme a le droit de vote, mais elle n'a jamais à la guerre. Ici, en Algérie, en Indochine, à la Deuxième Guerre mondiale, ce sont toujours les hommes français qui sont allés, et jamais les femmes. Elles disent qu'elles sont pacifistes, mais ce n'est pas vrai. Elles ont la même responsabilité pour chaque guerre qui arrive. Avec les droits de vote, elles votent la même. Mélie Grégoire, qu'est-ce que vous pensez de cette thèse? Je pense que c'est vrai, je le pense depuis longtemps. J'oserais pas le dire aux femmes, parce qu'en fait, elles le font, c'est vrai, tout ça. Elles ne le font pas consciemment. Elles le font de façon absolument inconsciente. C'est-à-dire que celles qui ont entendu elles se font bébêtes pour... Madame Esther Villard vont être indignées en disant c'est pas vrai du tout. Or, elles l'ont fait probablement. Seulement, elles n'en sont pas aperçues ou elles n'ont pas voulu le savoir. Mais c'est une grande vérité. Mais vous avez, quand vous vous êtes mariée, donc avant vos grands chocs, vous êtes fait plus bébête. Je ne dirais pas que vous n'étiez. Je n'ai pas. Je ne pense pas que je me sois faite bête. En tout cas, je m'en suis pas aperçue. Mais je pense qu'inconsciemment, j'ai abordé l'homme en inférieur. Et je n'ai pas du tout épousé un imbécile, mais si j'avais épousé un imbécile, par exemple, je pense que j'aurais essayé de ne pas lui montrer que j'en savais plus long que lui. C'était pas le cas, une vraie chance. Mais peut-être que je l'aurais fait. Peut-être que je l'aurais fait. Hein. Oui. Je ne peux pas jurer que je l'aurais pas fait, parce que quand l'amour vous entraîne, l'admiration, l'image qu'on a du couple, de l'homme, etc., on fait des tas de bêtises. Oui, moi aussi, je l'aurais fait, oui. Xavier Gauthier, si vous êtes de l'avis de ces deux dames, alors là, vraiment, je ne comprends plus rien à rien. Mais non, moi je commence à penser que les sexologues ont raison. Parce que quand ils disent que les femmes sont masochistes, et que j'entends des femmes dégrader à ce point les femmes donc elles-mêmes, alors ça doit être vrai dans certains cas. Oui. Mais je crois qu'il faut dire finalement la vérité pour que la femme peut changer. Parce qu'avec votre féminisme, vous arriverez à nulle part, c'est impossible. Parce que le féminisme sort d'une base qui est faite par les hommes. Ce sont des hommes comme Freud, comme Marx, comme Engels, comme Bebel qui ont fait cette théorie féministe. Et ces hommes ont tous été manipulés par des femmes, par ses mères. Karl Marx a été un homme manipulé, un homme subjugué. Peut-être il a été un très grand révolutionnaire, mais dans sa maison, il était un esclave. Il était l'esclave de sa femme. Parce que sa femme, Jenny von Westphalen, elle fait ni même le ménage, elle avait toujours une donne. Oui, d'ailleurs, ça veut dire qu'il était un esclave, il a dû... Marx faisait l'amour avec sa bonne. Bon, ça prouve qu'il était social. Pardon? Ça prouve qu'il était social. moi, je voudrais vous appuyer, Esther Villard. Je crois aussi à la vertu de la vérité. Si vous dites aux femmes, la vérité mène désagréable, et qu'elles arrivent à l'accepter, à ce moment-là, elles la voient. Et à partir du moment où on voit une vérité qui est déplaisante, on peut peut-être la changer. Mais si vous n'acceptez pas de voir la vérité, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas avancer. Oui, mais Xavier Gauthier ne considère pas que c'est la vérité, ça. Je ne vois pas bien où est la vérité. Moi, la vérité, c'est que les femmes se sont faites écraser volontairement. C'est ça que dit Esther Villard. Mais oui, c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit du tout une vérité. Je pense qu'il y a un système de société, système fait par les hommes, et qu'à l'intérieur de cela, en effet, les femmes ont été
Plus qu'écrasé, oui. En tout cas, ce système d'hommes est fait sur le refoulement du féminin, sur le refoulement de la femme, est basé là-dessus. Non, mais je crois que les hommes sont des instruments des femmes seulement. Ils font ce que la femme veut. Dans tous les pays industrialisés de l'Est, la majorité des électeurs sont des femmes. Ça veut dire il ne faut pas que les politiciens soient féminins. Ce n'est pas intéressant pour nous. C'est nécessaire qu'ils font ce que nous voulons. J'ai jamais demandé que les politiciens soient féminins. Je ne vois pas du tout. Là. Ça me semble tellement quelque chose de tellement du passé, ce que vous dites. J'avoue, je ne vois pas très bien comment ça peut les femmes élèvent se dire encore. Non, je ne vois pas très bien. Je veux dire, je n'arrive même pas à ça vous paraît une thèse complètement irréelle, oui. Irréelle. Moi, je dirais que, d'après George Sand, elle reprochait aux hommes d'avoir tenu les femmes dans une éternelle enfance. C'était le plus grand reproche qu'elle leur faisait. Et elle disait, vous avez laissé la moitié de l'humanité dans un état pitoyable, mais vous en êtes responsable justement parce que vous ne leur avez jamais fait comprendre la vie telle qu'elle était. Alors, j'ai la même impression que Xavier Gauthier, j'ai l'impression que ces deux dames en face parlent de femmes d'autrefois, ou bien alors de femmes qui ne veulent pas comprendre, mais il me semble qu'elles sont tout de même plus évoluées que vous ne dites. J'ai cru, en lisant votre livre, d'abord que vous méprisiez autant les hommes que les femmes. Je me suis trompée ? Je ne méprise ni les hommes ni les femmes. Je voudrais que la femme change pour que l'homme peut devenir un être humain et pas s'imaginer qu'il sort du matin jusqu'à la nuit pour travailler pour elle, parce que c'est pas une vie. Oui, mais de toute façon, vous avez dit que Marx, que Engels, que tout ça, que tous ces hommes avaient été formés par des femmes, mais des femmes, et alors je reviens toujours à George Sand puisque je suis là pour ça, mais une femme avant eux avait eu des théories féministes, ce n'est pas eux qui leur ont donné. Oui, fantastique, mais George Sand n'avait pas grande influence dans le monde entier. Mais vous ne savez pas qu'elle a eu une correspondance avec toute l'Europe? Oui, peut-être justement, une correspondance avec Marx, avec tous les socialistes de son époque, avec beaucoup de gens. Oui, mais alors... Elle en avait de l'influence. Revenons à George Sand. George Sand, donc, a eu 15 amants, enfin, oui. Au moins 15, hein? Oui, une quinzaine. Une bonne quinzaine. Oui. Bon. Mais attention, alors, elle était très intelligente et elle a souvent eu comme amants des gens très intelligents, Musset, Chopin, Sandeau, etc. Bon, alors, comment expliquez-vous ça? Voilà un couple d'un homme et d'une femme où ils sont tous les deux très intelligents. Et George Sand ne s'est pas fait plus bête. Je dirais que c'est le fondement de l'amour. Mais quand une femme est intelligente, qu'elle est à la part de l'homme, il ne veut pas la protéger parce qu'il n'y a pas un point à protéger une personne qui peut se protéger soi-même. Ça veut dire que jouer l'enfant, c'est la profession meilleure payée du monde. Et c'est pour ça que la femme... Mais justement, ce sont les hommes qui ont reproché à George Sand de ne pas se faire protéger. C'est donc bien leur théorie, cette protection, et non pas celle des femmes. Puisque ce qu'on a reproché à George Sand, vous me l'avez dit tout de suite, c'est d'avoir eu des amants jeunes, des amants qu'elle maternait, comme on disait. Parce que comme elle se dévouait à eux, on appelait ça les maternait. On disait que ce n'était pas une vraie femme, que ce n'était qu'un homme, qu'elle singeait l'homme. Du reste, on explique maintenant, la psychanalyse explique qu'il y avait de l'homme en elle. On l'accusait d'être frigide. On l'accusait d'être frigide tout à l'heure. Vous parliez de la frigidité. Elle en a parlé pour dire qu'elle ne l'était pas. Elle l'a prouvé, je crois, par des lettres magnifiques où elle appelle les choses par leur nom, où elle montre son amour de la vie, comme elle disait pudiquement. Mais on dit que c'est Musset qui l'a révélé. Oui, elle ne s'est pas révélée toute seule. Oui. Et elle a dit qu'elle avait été amenée au mariage comme une sainte et traitée comme une pouliche. Oui. Je crois que ça donnait bien un peu l'idée de ce qu'était le mariage dans ce milieu à ce moment-là. Donc elle ne s'est pas révélée toute seule, sa sexualité ne s'est pas éveillée toute seule, mais je crois qu'elle s'est un peu éveillée puisqu'elle a choisi un amant et de partir avec lui, c'était sans doute pour cela. Mais alors, si je vous comprends bien... un homme qui trompe sa femme, donc, c'est-à-dire que toutes les épouses, par leur conduite, préparent le lit des futures maîtresses de leur mari. Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Mais ça dépend toujours de la quantité d'argent que gagne l'homme. Parce que seulement un homme riche, un homme qui gagne très bien, peut avoir une amante, peut avoir 2 amants. Ça dépend de la condition sociale. Un homme pauvre ne peut ni trouver une femme pour se marier, il doit aller à une prostituée. Alors, attendez, alors, par exemple, si je oui, trompe... c'est vrai. Non, mais alors, Xavier, Esther Vilar, oui. Si je trompe ma femme, mettons avec une de vos compatriotes, Romy Schneider, c'est donc la faute de ma femme. Peut-être, je ne sais pas. C'est ni de Romy Schneider, dites-moi, mais c'est la faute de ma femme. Il n'y a pas de faute, mais elle est peut-être pour quelque chose. Vous savez que mais vous savez que... mais vous savez que c'est pas mal tout ça. Non, mais laissez-moi dire ce que j'ai à dire. Vous dites que ce sont les hommes qui sont responsables, ils n'ont pas élevé les femmes, ils ne leur ont pas appris, ils ne leur ont pas fait un tapis de rose, etc. Mais pourquoi est-ce que vous attendez tout des hommes? Esther Vilar et moi, nous n'attendons pas tout des hommes. Nous pensons que c'est à nous, les femmes, d'élever les femmes et les hommes. C'est bien d'accord. Hein? Et ce n'est pas aux hommes de tout faire. Pourquoi nous n'apprendrions-nous pas aux hommes et aux femmes, à nos enfants, à être autrement qu'on a été par le passé? Mais ça, je pense que les femmes sont très coupables quand elles élèvent leurs fils pour se venger de ce qu'elles ont subi, et quand elles élèvent leurs filles pour qu'elles continuent la soumission dont elles ont souffert. Vous parlez de George Sand, par exemple, et vous pensez que Mussel l'a révélé, je crois que c'est tout à fait vrai. Mais pourquoi avait-elle besoin d'être révélée? Pourquoi n'a-t-elle pas pu se révéler plus tôt? Parce que sa mère et sa grand-mère ne lui avaient rigoureusement rien appris de ce qu'était une femme. Oui. On lui avait même dit des choses épouvantables. On l'avait empêchée de devenir une femme et on l'avait enfermée, ficelée. Il a fallu un homme qui avait beaucoup de courage pour lui apprendre ce qu'il devait lui apprendre. Mais en fait, elle aurait dû le savoir par toutes les femmes de son ascendance qui n'avaient pas fait leur métier. Sprechen Sie wieder wie ein Mann, wenn Sie das sagen. Entschuldigen Sie bitte, aber das ist wirklich eine männliche Idee. Männer glauben, dass sie den Rahmen stecken. In Wirklichkeit erledigen sie alle lästigen Arbeiten für uns und wir amüsieren uns auf ihre Kosten. Frauen sind sozusagen Lebenskünstler, aber Lebenskünstler auf Kosten der Männer. Ich habe nichts gegen Lebenskünstler, aber ich mag nicht, dass man ein anderes Geschlecht dafür hernimmt. Wir amüsieren uns auf ihre Kosten, auf die Kosten der Männer. Wir stehen in der Küche und amüsieren uns, während die Männer also schuften. Wir leben auf Kosten der Männer, denn Sie müssen nicht vergessen, dass Männer von ihrem 16. Lebensjahr an meistens bis zu ihrem 63. einfach eingesperrt sind. Sie kommen ins Gefängnis. Wenn Sie mal eine Stunde spazieren gehen müssen, müssen Sie lügen. Sie müssen sagen, Sie müssen zum Zahnarzt oder Sie brauchen ein ärztliches Attest. Wir sind das nicht. Frau Vilar. Ja, das ist meine Ausgangsbasis für das ganze Buch, um zu zeigen, dass es zwischen Mann und Frau 2 Arten von Liebe gibt und dass die eine Art von der Frau missbraucht wird, um sich protegieren zu lassen. Das heißt, dass der Teil, der sich zusammenschlagen lässt, der missbraucht den anderen Teil, dass die Frau sich als Schutzobjekt gibt, dass sie versucht, dass der Mann sie wie ein Kind behandelt. Das heißt, jemand, den man beschützen muss, für den man gern arbeiten möchte. Und sie hat damit natürlich sehr oft und sehr viel Erfolg. Und diesen Zustand wollte ich klarstellen, damit die Männer sich wehren können. Denn die Männer wissen im Allgemeinen nicht, was mit ihnen passiert.